Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Ce 1er décembre est, comme de tradition, Journée mondiale de lutte contre le sida. Une occasion pour l'ONU-SIDA de mobiliser le public contre les inégalités qui perdurent et freinent les progrès vers l'éradication de cette maladie. Manifestation ce jeudi dans l'est de la RDC. Les habitants de Goma en particulier reprochent aux pays occidentaux et à l'ONU leur inaction face à la rébellion du M23 alors que les combats reprennent de plus belle. Le Maroc a obtenu sa qualification pour les 8e de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est le 2e ticket africain après celui du Sénégal. Et on attend demain les prestations du Cameroun et du Ghana. Les inégalités qui perpétuent la pandémie de sida ne sont pas une fatalité. Nous pouvons y remédier. C'est ce que fait savoir l'ONU-SIDA ce jeudi 1er décembre à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida. L'agence onusienne invite ainsi chacune et chacun d'entre nous à lutter contre les inégalités qui freinent les progrès pour mettre fin au sida. Il faut pour cela renforcer la disponibilité, la qualité et la conformité des services de traitement, de dépistage et de prévention du VIH afin que tout le monde y ait accès, mais aussi reformer les lois, les politiques et les pratiques pour lutter contre la stigmatisation et l'exclusion auxquelles sont confrontées les personnes vivant avec le VIH. L'ONU-SIDA note par ailleurs un ralentissement dans les efforts de lutte contre la pandémie. Et pour aller un peu plus loin dans la réflexion, allons tout de suite à Dakar au Sénégal où nous attend Pape Abdoulaye Démé. Il est chef du bureau Afrique de Coalition Plus. Pape Abdoulaye Démé, bonsoir. Bonsoir. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas votre organisation, c'est quoi Coalition Plus et quelles sont les actions que vous menez sur le terrain? Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, Coalition Plus, c'est un réseau international de lutte contre le sida qui a été fondé en 2008 et qui intervient dans 52 pays auprès d'une centaine d'organisations dans le domaine du dépistage communautaire, dans le domaine du plaidoyer, dans le domaine du renforcement de l'offre en santé sexuelle, de la réduction des risques et de la recherche communautaire. Alors, pour parler donc de la pandémie de VIH-Sida, qu'est-ce qu'il faut en dire s'agissant des avancées dans le domaine médical, dans cette lutte qui ne s'arrête pas? Alors, il y a maintenant 40 ans, après le signalement des tout premiers cas du VIH-Sida, la communauté scientifique a fait des avancées incroyables. Maintenant, nous savons qu'une personne qui est séropositive et sous traitement antirétroviral efficace ne transmet plus le VIH. Par ailleurs, il existe aussi des outils comme la PrEP, la prophylaxie pré-exposition, qui est aussi un traitement préventif efficace qui a été développé en complément des moyens de prévention déjà existants. Et cet outil a fait ses preuves. Il vient aussi renforcer l'arsenal de prévention combiné. Alors, on le disait en ouverture du journal, l'ONU-SIDA note un ralentissement quand même dans les efforts entrepris dans la lutte contre le sida, qui reste toujours, on le disait, une menace. Est-ce qu'on baisse les bras dans le domaine de la sensibilisation, selon vous? Alors, à l'heure actuelle, ce qu'il faut savoir, c'est que les efforts de prévention et de sensibilisation du VIH n'ont pas eu l'impact nécessaire pour mettre fin au sida. Alors, c'est pourquoi 2022 marque un tournant, celui de la fin de l'ère des bonnes intentions qui doivent maintenant laisser la place à celle de l'action grâce à ces outils innovants dont je viens de parler. Mais pour que ces outils de prévention soient disponibles partout, pour tout le monde, l'accès à la prévention, au traitement et aux soins, comme le disait le rapport de l'ONU-SIDA, doit être universel et les droits fondamentaux de chacun doivent être respectés.
Voilà, Pape Abdoulaye Deme, je vous remercie. Vous êtes chef de bureau Afrique de Coalition Plus. Merci. Dans l'est de la RDC, de nombreuses personnes ont manifesté ce jeudi contre la communauté internationale accusée d'inaction face à la rébellion du M23, alors que les combats reprennent. Des manifestants et des journalistes disent avoir été malmenés par les forces de l'ordre ce matin à Goma lors de cette marche. C'est un récit de Nani Talani. Une centaine de manifestants ont marché à Goma à l'appel d'une synergie des mouvements citoyens et groupes de pression. Les manifestants reprochent aux pays occidentaux et à l'ONU de ne pas condamner l'agression dont la RDC est victime et de maintenir pour ce pays un système de notification préalable à l'achat de certains types d'armes, assimilable selon eux à un embargo. Ils souhaitent la levée de l'embargo contre la RDC pour que celle-ci se dote des armes nécessaires. Nous sommes en train de demander à la communauté internationale de lever l'embargo contre notre pays pour que les FARDC puissent faire bien le travail et combattre l'ennemi qui est en train de terroriser la population à Rutshuru et à Nyiragongo. À part ça, nous demandons à l'armée kenyane, qui est ici déjà venue pour aider les FARDC à combattre l'ennemi. Les manifestants clamaient notamment la MONUSCO doit partir, non à l'embargo contre la RDC, non à la complicité internationale contre la RDC. Ils mettaient aussi en garde contre la participation de l'Ouganda, dont ils se méfient presque autant que du Rwanda, à la force régionale est-africaine en cours de déploiement pour lutter contre les groupes armés. Nous ne voulons pas l'armée ougandaise dans notre pays, parce que l'Ouganda, c'est l'hypocrite. Vous-même, vous avez vu que lorsque les M23 ont entré dans notre pays, ils ont passé à travers le pays de l'Ouganda. Raison pour laquelle nous disons que nous ne voulons pas cette zone tampon qu'on va créer dans les zones que le M23 a déjà occupées. Par ailleurs, les Congolais ont manifesté leur méfiance vis-à-vis du Kenya, qui participe aussi à la force régionale est-africaine en cours de déploiement pour lutter contre les rébellions armées dans l'est de la RDC. Si les Kenyans sont venus pour être comme la MONUSCO, qu'ils rentrent chez eux. Nous voulons qu'ils aillent aider notre armée sur le champ de bataille. Nous ne voulons pas qu'ils mettent une zone tampon. Et nous ne voulons pas que notre pays soit balkanisé. C'est un pays uni et nous ne permettrons pas qu'un seul centimètre soit pris par quelqu'un d'autre. La police est intervenue pour disperser ce rassemblement qui n'avait pas été autorisé par la mairie. Le sit-in devant la base logistique de la MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC, a également été dispersé. Un reporter photographe a été légèrement blessé à la main et son matériel endommagé. Pendant ce temps, des combats à l'arme lourde ont repris ce jeudi dans l'Est congolais entre les rebelles du M23 et les FARDC après 5 jours d'une petite trêve consécutive aux décisions du sommet de Luanda du 23 novembre. Une source sécuritaire sous couvert d'anonymat accuse les rebelles du M23 d'avoir violé le cessez-le-feu et de continuer à piller et à se battre. Le porte-parole militaire du M23, Willy Ngoma, a pour sa part confirmé ces combats à l'AFP. Des armes et des munitions, c'est ce que demande de son côté le Burkina Faso à la France. La demande a été faite par le Premier ministre burkinabé Apollinaire Kyelem de Dembélé. Ces outils sont indispensables pour les supplétifs de l'armée qui l'aident dans sa lutte contre les djihadistes. Lors d'une rencontre mardi avec Luc Alade, ambassadeur de France au Burkina Faso, le Premier ministre a souligné que les efforts des partenaires doivent se focaliser sur les aspirations profondes du peuple burkinabé, un peuple engagé à se défendre pour la liberté contre la barbarie et le terrorisme. On se rappelle qu'à l'issue de cette rencontre, l'ambassadeur français avait estimé que tout le monde avait intérêt à ce que le Burkina Faso, en proie à la violence djihadiste, reste debout. Le Congrès national africain ANC devait se réunir en urgence ce jeudi en Afrique du Sud au lendemain de la remise d'un rapport ouvrant la voie à une procédure de destitution du chef de l'État et président du parti au pouvoir, Cyril Ramaphosa. Il est empêtré depuis des mois dans une sombre histoire de cambriolage datant de 2020
au cours duquel des liasses de billets ont été retrouvées cachées dans l'une de ses résidences. Il est accusé d'avoir dissimulé l'incident à la police et au fisc. Plus de détails avec Blanche Sanou. Le comité exécutif national à la tête de l'ANC devait se réunir en urgence pour des discussions liées au scandale de la ferme Fala Fala. Le chef de l'État, Cyril Ramaphosa, allait de son côté faire une déclaration selon le porte-parole de la présidence. Depuis des mois, M. Ramaphosa est gêné par une sombre affaire. En février 2020, des cambrioleurs se sont introduits dans une de ses luxueuses propriétés dans le nord-est du pays. D'importantes sommes en liquide ont été retrouvées sous les coussins d'un canapé. Une plainte déposée en juin l'accuse de ne pas avoir signalé l'incident ni à la police ni au fisc. M. Ramaphosa nie, mais le rapport remis au Parlement met clairement en doute les explications données par le président. Laissons au groupe d'experts le soin d'en arriver au résultat. Nous ne pouvons pas nous prononcer pour le moment. Laissons cela entre les mains du groupe. Le Parlement se réunit en séance extraordinaire pour examiner les recommandations du rapport qu'il n'est pas tenu de suivre, mais qui pourrait le mener à ouvrir un processus en vue d'un vote pour destituer le chef de l'État. Cette procédure, si elle était enclenchée, pourrait ternir l'image du président attendu sur le front de la corruption qu'il a juré d'éradiquer. Après avoir reçu le rapport en tant que parti politique, j'examinerai le rapport en tant que chef de file parlementaire. Et j'appellerai le caucus pour l'informer du contenu du rapport. Pour l'instant, nous tirons à blanc car nous ne savons pas ce que contient le rapport, mais nous allons poursuivre le processus jusqu'au 6 décembre. La présidence a appelé à une lecture attentive et une considération appropriée du rapport de la Commission dans l'intérêt de la stabilité du gouvernement et du pays. L'ANC devrait se réunir mi-décembre pour désigner son prochain leader. Le vainqueur sera désigné candidat aux élections de 2024. Et on en vient à cette visite d'État du président français aux États-Unis. Le président américain Joe Biden et son homologue français Emmanuel Macron ont donc fait état aujourd'hui à Washington de la solidité de l'alliance entre les États-Unis et la France, présentée comme deux nations sœurs dans leur combat pour la liberté, malgré les frictions sur la politique industrielle américaine vertement critiquée par Paris. On fait le point avec Jacques Aristide. Accompagné de son épouse Brigitte Macron, le chef de l'État français a été accueilli à la Maison-Blanche ce matin par le président Joe Biden et la première dame Jill Biden sur le perron du bâtiment de l'exécutif américain. Coups de canon et hymnes nationaux, réunions au coin du feu dans le bureau ovale, conférences de presse commune et dîner de gala, Emmanuel Macron a droit à tout l'apparat associé à une visite d'État. Le chef de l'exécutif américain est d'avis que les États-Unis ne pourraient pas demander de meilleurs partenaires avec qui travailler que la France. Pour Joe Biden, l'alliance avec Paris demeure essentielle. La France et les États-Unis se mobilisent à nouveau pour défendre les valeurs démocratiques et les droits de l'homme universels qui sont le fondement de nos deux nations. La source de notre force est un engagement commun pour la liberté et la justice pour tous. Notre destin commun est de répondre ensemble aux défis du monde, a dit de son côté Emmanuel Macron, avant d'ajouter que les deux pays sont les alliés les plus solides, car d'après lui, cette amitié est enracinée à travers les siècles. Face au retour de la guerre sur le sol européen, suite à l'agression russe contre l'Ukraine, et face aux crises multiples qui frappent nos nations et nos sociétés, il nous faut savoir redevenir frères d'armes. Le chef de l'État français est le premier à qui le président américain réserve un tel traitement depuis son investiture en janvier de l'année dernière. Mais des différends ne manquent pas non plus. Hier, Emmanuel Macron a ainsi déploré sur un ton particulièrement offensif les décisions économiques de son homologue américain, décisions jugées super agressives pour les entreprises européennes.
Autre actualité ici aux États-Unis, les élus de la Chambre des représentants sont intervenus directement mercredi pour débloquer un conflit social et éviter une grève du fret ferroviaire potentiellement catastrophique pour l'économie américaine. Ce projet de loi, adopté par une majorité des élus de la Chambre basse du Congrès, impose un accord de branche à la profession, bien qu'il n'ait pas été approuvé par tous les partenaires sociaux. Il doit désormais être adopté par le Sénat. L'accord préliminaire à application rétroactive à 2020 et qui porte jusqu'en 2025 avait été signé par 8 des 12 syndicats du secteur. Mais les 4 organisations réfractaires se disaient prêtes à appeler leurs membres à cesser dans le travail le 9 décembre. Un agent de sécurité de l'ambassade d'Ukraine à Madrid a été blessé en ouvrant une lettre piégée adressée à l'ambassadeur mercredi. L'agent de sécurité s'est par la suite rendu à l'hôpital par ses propres moyens. À la suite de cet incident, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a ordonné à toutes les ambassades de Kiev à l'étranger de renforcer de toute urgence la sécurité. La police espagnole a indiqué que des détectives enquêtaient sur l'incident, aidés par des enquêteurs de la police scientifique et des services de renseignement. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. L'information vous revient dans un instant. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous. Vous suivez chez Le Monde aujourd'hui un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington, D.C. Les Nations Unies ont annoncé que la population mondiale a atteint 8 milliards d'habitants et que plus de la moitié de la croissance démographique jusqu'en 2050 proviendrait de 8 pays, dont 5 sont en Afrique. Au cours de cette période, le Nigeria devrait doubler sa population pour atteindre 400 millions et devenir le 3e pays le plus peuplé du monde. Les experts préviennent que sans une planification adéquate, une telle croissance ne serait pas tenable. C'est un reportage de Timothy Obiezu à Abuja, un récit de Michel Joseph. En 2020, Aïcha Ali et son mari ont décidé qu'elle prendrait une injection contraceptive après avoir eu 9 enfants. Selon elle, c'était à cause de contraintes financières. Je suis une petite commerçante et mon mari est conducteur de moto. Nous voulons le meilleur pour nos enfants, mais nous ne gagnons pas assez. Parfois, de bons samaritains nous aident à payer les frais de scolarité des enfants et à acheter de la nourriture. De nombreuses femmes nigérianes, surtout dans les zones rurales, dépassent la moyenne nationale d'environ 5 enfants par femme. Evelyn Isenyi a eu 8 enfants avant le décès de son mari en 2018. Aujourd'hui, elle reconnaît qu'elle a du mal à s'occuper d'eux. Même si mon mari était encore vivant, je ne voudrais pas avoir d'autres enfants à cause des difficultés. Les choses sont très difficiles pour moi. En marquant le cap des 8 milliards d'habitants dans le monde, les responsables onusiens ont souligné que la croissance démographique est le résultat des progrès en santé publique qui ont permis de réduire les taux de mortalité. Erica Goldson est la représentante adjointe du FNUAP au Nigeria. Il y a des avancées majeures qui se produisent, mais l'une des choses qui nous préoccupe, c'est que ces progrès ne sont pas reçus de la même manière partout. Il y a des citoyens qui sont privés d'accès aux soins de santé de base, de l'éducation de base. Leur qualité de vie globale est affectée de manière négative.
En février, le président nigérian Muhammadu Buhari a lancé une initiative pour mieux contrôler les naissances et améliorer l'accès aux outils modernes de planification familiale. Les Nations Unies et les responsables nigérians sensibilisent les femmes des zones rurales à la planification familiale. Mais Mme Goldson estime que le Nigeria doit consacrer davantage de fonds au planning familial pour atteindre des objectifs plus tangibles. Place à présent à notre rubrique sportive consacrée à la Coupe du Monde Qatar 2022. Yacouba Ouedraogo nous a rejoint, fidèle au rendez-vous. Le Maroc est le deuxième pays africain qualifié pour les huitièmes de finale de cette compétition. Yacouba. Bonsoir John et bonsoir à tous. Et oui, les Lions de l'Atlas l'ont fait. Ils n'avaient besoin que d'un match nul pour voir le tour suivant, mais le Maroc s'est imposé devant le Canada 2-1. Les Marocains s'offrent les huitièmes de finale et même la première place du groupe F après le nul 0-0 entre la Croatie et la Belgique. C'est la première sensation de ces derniers matchs de poule, bien sûr. Les Diables Rouges, troisième au dernier mondial, quittent la compétition. C'est la première fois depuis 1986 que le Maroc franchit la phase de poule des mondiales. Historique donc, soutient Amine El Amri, journaliste sportif marocain, joint via Skype sur place à Doha. Regardez. C'était beaucoup de stress avant, pendant et surtout dans le dernier quart d'heure de ce match-là. Mais très franchement, j'étais fier, je suis fier toujours du rendement des Lions de l'Atlas qui ont montré aujourd'hui qu'ils étaient vraiment des Lions très solidaires à l'image de Youssef Nseri qui était buteur mais qui a soutenu Achraf Hakimi sur le flanc droit, parfois même sur la ligne de but en essayant de bloquer toutes les issues à Alphonso Davies et à ses coéquipiers. Franchement, Yacouba, j'étais encore gamin quand on avait passé le premier tour au Mexique en 1986. Donc, c'est un petit peu des flashs que j'ai dans ma mémoire. Mais là, la mémoire, elle est vive. Et ce 1er décembre 2022, il restera gravé non seulement dans la mémoire du football marocain, mais dans la mémoire du Maroc en général. L'histoire contemporaine du Maroc est en train de s'écrire ici à Doha, Yacouba. Voilà, le Maroc et la Croatie connaîtront leurs adversaires des huitièmes de finale à l'issue des matchs en cours du groupe E. L'Espagne, première, et le Japon, deuxième, veulent conserver leur place qualificative dans le duel entre les leaders de cette poule-là derrière. Le Costa Rica et l'Allemagne qui s'affrontent conservent leur chance de qualification. C'est la mi-temps et les scores sont de 1-0 pour l'Allemagne devant le Costa Rica. Même score en faveur de l'Espagne face au Japon. Yacouba, les Lions de la Teranga qualifiés, les Lions de l'Atlas qualifiés. Seulement qu'à l'appel, les Lions indomptables du Cameroun. En tout cas, demain, vendredi, c'est le dernier jour des matchs de poule. Et deux pays africains jouent avec toujours les chances de qualification pour les huitièmes. Et oui, tout à fait, John. Il s'agit du Cameroun et du Ghana, vous l'avez dit. Et vous connaissez l'histoire, bien sûr. Troisième du groupe F avec un point pris en deux matchs. Les Lions indomptables doivent s'imposer devant le Brésil pour rester encore dans les calculs de qualification pour les huitièmes de finale. Par contre, deuxième du groupe G avec 3 points, une victoire face à l'Uruguay assurerait donc aux Black Stars une place en huitième de finale. En cas de match nul, le Ghana serait toujours qualifié pour le tour suivant si le Portugal bat bien sûr la Serbie dans l'autre rencontre. Mais vous connaissez l'histoire, je le disais, Ghana-Uruguay rappelle les vieux souvenirs du mondial 2010 en Afrique du Sud. Suivez Kaby Dorsil. Ghana-Uruguay, un match à double enjeu pour les Black Stars. Se qualifier pour les huitièmes de finale, mais aussi de la poudre de revanche en l'air. En effet, l'Uruguay a privé le Ghana et l'Afrique d'une place historique en demi-finale de Coupe du Monde. C'était en quart de finale du Mondial 2010 en Afrique du Sud. Luis Suarez, de la Célesté, a brisé les rêves des Black Stars en stoppant le ballon sur sa ligne de but d'une main volontaire.
Pire encore, exclu, Suarez a exulté lorsque le Ghanéen Asamoah Gyan a raté le pénalty qui a suivi. L'Uruguay l'a finalement emporté au tir au but. 12 ans après, ici à Accra, le temps n'a pas fait son œuvre. Lui pour aller nous amuser, mais à cause de cela, nous sommes restés dans une chambre et nous avons pleuré à cause de Suarez. Luis Suarez, qui enfonce un tout petit peu le couteau dans la plaie, a assuré en conférence de presse d'avant-match ne pas avoir à s'excuser pour son geste. Je ne vais pas m'excuser parce que j'ai arrêté le ballon de la main. Mais c'est le joueur ghanéen qui a manqué le penalty, pas moi. Peut-être que je m'excuserai si je blessais un joueur avec un tacle et que je prenais un carton rouge. Mais dans cette situation, je prends un carton rouge, l'arbitre siffle penalty. Seul rescapé des 26 joueurs ghanéens qui étaient là au mondial en Afrique du Sud, le capitaine André Ayew assure que l'essentiel, c'est la qualification. Une victoire assurerait aux Black Stars une place en 8e de finale. En cas de match nul, le Ghana serait toujours qualifié si le Portugal bat la Corée du Sud dans l'autre rencontre du groupe H. Voilà, affaire à suivre. Eux sont plus condamnés à l'exploit. Les Lions indomptables affrontent le Brésil, assurés de disputer les 8e de finale dans le groupe G avec 1 point. Le Cameroun a d'abord l'obligation de s'imposer et d'espérer ensuite un match nul entre la Suisse et la Serbie. Difficile, mais pas impossible, selon Cyril Bodjiko, journaliste de notre télévision partenaire à Yaoundé, Balafon TV, sur place à Doha. Suivez. Dans l'histoire des deux équipes, le Cameroun l'a toujours remporté sur le Brésil, même si sur un total de 5 rencontres officielles ou alors 5 rencontres, notamment une rencontre amicale, c'est 3 victoires pour le Brésil, 2 pour le Cameroun. En 1994 déjà, à la Coupe du Monde aux États-Unis, le Brésil a battu le Cameroun en match officiel. Et bien sûr, en 2000, aux Jeux Olympiques, le Cameroun avait surpris le Brésil en le sortant en quart de finale. Et c'était donc, ça faisait une victoire de chaque côté. En 2003, à la Coupe des Confédérations, le Cameroun avait battu le Brésil 1-0 sur un but magnifique de Samuel Eto'o. Et le Brésil encore avec Ronaldinho. Sauf qu'en 2014, le Brésil battra le Cameroun à la Coupe du Monde sur son territoire. Et à un match amical, le Brésil emportera. Donc ça fait 3 victoires pour le Brésil et 2 pour le Cameroun. Ça sera donc la 6e confrontation. On espère qu'elle va tenir toutes les promesses qu'elle annonce. Voilà, John, Cameroun-Brésil, un match qui va sans doute vous intéresser particulièrement. Oui, sauf qu'on est dans des logiques de si et si et si. On aurait pu éviter ça en battant la Suisse. En tout cas, on va se retrouver demain pour en parler. On en parlera et on souhaite bonne chance donc au Ghana et aux Lions indomptables du Cameroun. Le Monde aujourd'hui, donc, fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé.